Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans l'épisode du coup 23, qui est la deuxième partie de l'épisode Dr Love qu'on a sorti la semaine dernière. Donc la suite des questions, parce qu'on en a reçu beaucoup, donc on a dû splitter l'épisode en deux. Voilà, peut-être qu'on peut commencer tout de suite. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, comment savoir si la relation que l'on vit est vraiment saine ou un schéma répété encore une fois ? C'est pas évident d'y répondre. Franchement, c'est compliqué. Parce qu'il y a toujours même dans une relation, des petits schémas. T'as jamais tout résolu de toute manière dans une relation. T'as des petits trucs qui reviennent régulièrement. T'as toujours des petits schémas. Moi, c'est le fait d'exprimer mes besoins. Enfin, je pourrais dire que c'est un schéma, ça. Mais grave. Qui revient tout le temps, tu vois. Mais pourtant, ça veut pas dire que je revis une relation toxique ou que ma relation, elle est pas saine. Tu vois, ce que tu viens de dire, ça a suscité. J'ai vu un truc dans ma tête. Ouais. Je pense pour savoir si ta relation. Alors, déjà, premier point, est-ce que ma relation est saine ou est-ce que c'est un énième schéma ? Premier point, c'est, de toute façon, les schémas répétitifs, on n'y échappe pas. En tant qu'être humain, on est cyclique, on va traverser des mêmes phases et on va croître petit à petit. Voilà. Donc déjà, faire le deuil d'une absence de schéma dans une relation. Avec Anna, on est très heureux ensemble et pourtant, on repasse toujours par les mêmes disputes, les mêmes trucs. Et voilà, donc ça, là, abandonner l'idée qu'on va définitivement sortir des schémas. Non, il y a toujours un schéma auquel on se heurte. Voilà. Par contre, un curseur qui peut te mettre la puce à l'oreille pour savoir si la relation est saine vraiment ou pas, c'est cette idée de la spirale ascendante. Moi, j'aime bien ça. Donc, repasser par les mêmes phases, ok, mais est-ce que tu sens que c'est un cercle clos où genre, il n'y a pas d'apprentissage, ça repasse toujours par les mêmes trucs et du coup, ça devient épuisant. On rejoint la question tout à l'heure, est-ce que quelqu'un qui avait une relation épuisante, en fait, c'est épuisant quand on a l'impression de tourner en rond sur un cercle en deux dimensions. On passe par les mêmes traumas, les mêmes choses, mais en fait, ça n'évolue pas, quoi. Genre, tu sens qu'il y a quelque chose de stérile, qui stagne complètement. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il y a ça ou est-ce qu'au contraire, il y a cette idée de spirale ascendante ? C'est-à-dire, là, pour le coup, tu vois, au lieu d'être resté en deux dimensions, tu t'élèves petit à petit en retournant sur les mêmes cycles. Tu vois, tu montes. Est-ce qu'il y a cette idée-là ? Est-ce qu'à chaque fois que tu repasses un moment de dispute, un schéma, est-ce que tu as l'impression d'apprendre quelque chose que tu n'avais pas appris la dernière fois et qu'à deux, vous apprenez de cette énième boucle ? Et ça, pour moi, pour le coup, ça, c'est de la relation saine. Et je pense que nous, c'est peut-être ce qu'on vit. Exactement. C'est prendre, en fait, chaque retour de la boucle comme une occasion de croissance, en fait. Donc, la spirale ascendante. Ça, pour moi, c'est un super curseur pour apprendre à... Et ça, tu le sens dans ton corps. Par le truc d'épuisement, justement. Le tourner en rond sur un cercle en deux dimensions, c'est épuisant. Faire l'expérience de la spirale ascendante est quelque chose de presque exaltant. Et tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons carrément. Ouais, c'est vrai. Que genre, vraiment. Ouais. Parce que c'est difficile, c'est presque aussi difficile. Ouais. Mais en même temps, il y a cette sensation il y a la vie en moi qui veut plus que ça, qui veut plus que ce blocage. Et qui, du coup, me fait me dépasser moi-même pour transcender ce blocage. Et à deux, c'est un processus qui se fait à deux en plus. Encore une fois, c'est à deux. Et on se reconnaît chacun dans cette pulsion, dans cet élan de vie qui nous pousse à nous dépasser et à créer du neuf à partir du même. Ouais. Tu vois ? Et ça, c'est la spirale ascendante. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de positif. Et ça, c'est la relation saine. Ouais. Voilà. Donc ça, je pense que là, c'est hyper clair. Ouais. Autre question dans le même genre. Comment savoir si l'on est dans une relation pansement après être sorti d'une relation toxique ? Bon, ça, c'est... Ouais. Je sais pas trop quoi répondre. Hein. Déjà, le simple fait que tu poses la question, c'est pas bon signe. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que, en fait, toi, t'aurais pu être dans une relation pansement quand tu m'as... Enfin, j'aurais pu être ta relation pansement quand on s'est rencontrés. Parce que clairement, je t'ai rencontré 2 semaines après mon... Parce que t'étais dans une relation un peu toxique avant et on s'est rencontrés juste après la rupture,
que t'as vécu. Mais pourtant, Et j'aurais pu être une relation pansement. Mais pourtant, j'ai jamais ressenti ça. Alors, j'ai eu peur de m'engager, mais pas parce que j'avais la sensation que j'étais dans une relation pansement, quoi. Et moi, tu m'as pas fait sentir que j'étais un pansement aussi, je trouve. Parce que tu m'as pas parlé de cette relation tout de suite. Tu m'as dit que c'était difficile, mais que c'était pas y avait pas j'ai pas senti une lourdeur aussi. Je pense que ça renvoie à l'idée du deuil, parce qu'en fait la relation précédente avait été tellement difficile qu'il m'a fallu très peu de temps pour faire le deuil. C'est chaud, tu vois, autant ma première relation il m'a fallu des années pour faire le deuil. Là en 2 semaines c'était plié et je t'ai rencontré, j'étais prêt pour la relation. Mais voilà, avec toi. c'est ça en fait, j'ai pas en fait c'est exactement ça, un pansement. Quand t'as une relation pansement, c'est que t'as pas fait le deuil de ton ancienne relation et que l'autre vient penser la blessure du deuil qui n'a pas été fait. Donc en fait, c'est aussi à toi de voir est-ce que t'as fait le deuil de ton ancienne relation. Je pense que c'est la meilleure. Du coup, on t'invite à aller écouter notre épisode. Sur la séparation. On a fait 2 épisodes sur la séparation et le deuil de la séparation. Et on t'invite à aller écouter cet épisode si tu l'as pas encore fait, pour peut-être éclaircir un peu tes idées. Alors ensuite, comment savoir qu'on est sur la voie de la guérison de ces traumas ? T'es toujours sur le chemin de la guérison. Parce qu'en réalité, même ça revient à la spirale ascendante. Ça renvoie à la spirale ascendante. Tu le sens aussi. Et puis même quand on reste kéblo dans un cercle en 2 dimensions, c'est au final, on est toujours sur le chemin. Tu vois, par exemple, ma précédente relation, c'était une relation chaotique qui m'a épuisé et voilà. Est-ce qu'on peut considérer que j'étais pas sur le chemin de ma guérison quand j'ai vécu ce truc-là ? Si, parce qu'il fallait que tu le vives pour avancer. Il fallait que je fasse des tours de cercle en 2 dimensions épuisants dans lesquels je retournais au même blocage en permanence pour finalement, à un moment, me dire en fait j'en ai marre, quoi. En fait là, c'est presque mystique en fait. C'est comme si la guérison était en même temps dans la souffrance. Les deux cohabitent en fait. Tu vois ? Tout à fait. Sur un plan spirituel, je veux dire. Et peut-être parfois pas au même moment. Il n'y a pas de guérison sans souffrance, en fait. Oui, c'est-à-dire que tu peux pas... souvent, le moteur de la guérison, c'est d'être passé par ce cercle en 2 dimensions où on étouffe. Complètement. Où on tourne en rond, en boucle. C'est peut-être même bon signe, en fait. Le fait que tu prennes déjà conscience que tu as des traumas. C'est déjà un premier... Et puis, est-ce qu'on peut être en dehors du chemin de la guérison de ces traumas ? Moi, j'ai une vision peut-être spirituelle... je pense que oui. Qui nous dit que on est toujours sur le chemin en fait. On est toujours sur le chemin, mais ça peut prendre. En tout cas, ça prend plusieurs vies si on croit à des choses un peu plus mystiques. C'est ça. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui sont vraiment dans le déni. Oui, bien sûr. Il y a des niveaux de déni. Est-ce que tu peux être autre part que sur le chemin ? Ça, c'est une vraie question. C'est la question la question du salut et de la direction de l'âme. Est-ce qu'il y a une direction Bon là, on rentre dans des aspects très religieux. Si vous n'êtes pas croyant, peut-être ça ne vous parlera pas. Mais en tout cas, moi, j'y crois profondément. Je pense que même le pire scélérat au monde qui a commis les pires atrocités, je pense qu'il est quand même sur son chemin de guérison. Ça paraît extrêmement politiquement correct de dire un truc comme ça, mais moi, je crois fondamentalement que c'est vrai. Je pense que tu peux jamais être autre part que sur ton chemin. Et alors, si t'es déjà dans une démarche d'avoir compris que t'avais des traumas et voilà, t'es déjà bien avancé, voilà. Donc tu peux pas, pour moi, on peut pas être autre part que sur le chemin. Ça n'a pas de sens de poser la question. Dire ok, donc là, je suis juste à côté du chemin. Donc je suis sur une aire d'autoroute. Je me suis posé quelques années et puis après je reprends. Non, en fait, la vie est un chemin. La vie est chemin. Et il y a la conscience que tu lui donnes aussi après dans la réalité. Tu vois. Je pense qu'il y a des niveaux de déni et de conscience des choses. Mais que tu sois dans le déni ou pas, tu es sur le chemin en fait. Ouais. Voilà, moi c'est un peu c'est ma vision du truc en tout cas. Alors après, est-ce que la fatigue nuit aux relations amoureuses ? Car j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se prend la tête, c'est quand on est fatigué. Oh là là, oui. Franchement, ça joue de ouf. Merci pour cette question parce que oui. C'est une question un peu, on se dit un peu simple, mais en fait non. Non. C'est une question tellement concrète. Franchement, les moments où t'es fatigué, t'as pas envie de faire d'efforts, donc forcément. D'où la nécessité de se reposer, d'avoir une hygiène de vie qui te permet de te poser, de réguler ton système nerveux, de faire des balades en forêt quand tu peux, le plus souvent possible pour. Enfin, en forêt ou ce qui te ressource. Faire des balades tout court. Des massages, des. Voilà, exactement. De faire de la respiration, de prendre des moments de break, cultiver, tu vois, sacraliser le moment de dormir. Tout ça, c'est des trucs, on en reparlait tout à l'heure, c'est une hygiène, mais c'est un petit amour qu'on se fait, des petits actes d'amour qu'on se donne à soi-même et qu'on finit par donner à l'autre en fait, parce que quand on est en forme et que, alors évidemment après il y a des phases, des moments où on va pas y couper, mais c'est quand même important, voilà. Carrément.
Alors, quelles sont les statistiques pour une femme d'être heureuse en couple versus célibataire? Alors, ça c'est intéressant. Ouais. C'est marrant parce que cette question aussi, moi, ça fait longtemps Qu'on se la pose, ouais. qu'on se la pose. On voit s'il y a des études qui ont été faites sur ce sujet. Et il y a des études qui ont été faites sur ce sujet. Hein. Et oui, donc il y a des recherches, notamment aux États-Unis. La première, c'est une première recherche qui a été faite, qui est très connue, c'est celle-ci. Hein, c'est une recherche qui a été faite sur 85 ans, je crois, par la célèbre université d'Harvard, sur des mêmes personnes qui ont été étudiées, qui ont dû répondre à des questions tout au long de leur vie, et parfois même aussi sur plusieurs générations, parce que c'est une étude qui a presque un siècle. Ouais, c'est vrai. Et la question était de savoir ce qui contribuait vraiment au bonheur et à l'épanouissement de l'individu. Et donc, le truc numéro 1, c'est d'avoir des relations solides et épanouissantes de long terme. Ouais. Incluant, bien sûr, la relation d'amour, le couple, le mariage. Mais aussi les relations qu'on peut avoir avec nos amis proches, notre famille, nos proches, quoi. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Donc c'est vraiment le truc le plus important, en fait, en réalité. Mais ça répond pas à la question de savoir si tu es célibataire ou pas, même si quand même il y a déjà un premier éclairage là-dessus, quand même relation de long terme. On sait que le terrain privilégié dans une société comme la nôtre, où c'est la famille nucléaire qui construit cette société, c'est-à-dire la cellule du couple, et ben oui, effectivement, la relation de long terme privilégiée, c'est quand même la relation que tu vas avoir avec ton partenaire, ton ou tes partenaires, du coup, de vie amoureux, quoi. Mais alors, il y a des études beaucoup plus spécifiques qui ont été menées, notamment une étude de 2023 qui a été menée à l'université de Chicago, aux États-Unis, par Salm Peltzman, donc qui est un sociologue, voilà. Et donc sur un échantillon qui est très représentatif de la population américaine, donc très divers socioculturellement, avec voilà, tous les types de populations. Au niveau de l'âge aussi Au niveau de l'âge aussi. Et qui a été. Donc du coup, on a adressé des questionnaires à des personnes depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça donne vraiment un échantillon assez large et des milliers de personnes. Hein, donc, ouais. Et donc, pour employer les mots de l'auteur hein, de ce papier, le mariage est le facteur, le mariage hein, est le facteur le plus important pour expliquer l'épanouissement des individus. Hein, il y a même un écart de 30% dans le niveau de bonheur des personnes qui sont mariées versus les personnes qui ne sont pas mariées. Ah ouais. Donc voilà, donc c'est très très fort. C'est pas alors encore une fois, attention. Hein, il y a plein d'autres facteurs qui ont été passés en revue pour cette étude-là. Évidemment, le niveau de vie socioculturel, l'appartenance ethnique, donc ça joue beaucoup. Mais il n'y en a aucun qui est aussi déterminant que le mariage. Okay. Mais attention, ce que j'allais dire, c'est que il faut différencier la corrélation et la causalité. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi peut-être parce qu'on est heureux dans la vie qu'on va avoir tendance à trouver plus facilement un partenaire avec qui se marier. Ouais. Donc ça va peut-être pas dans le sens de je suis marié donc je suis heureux. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc attention dans la différence entre corrélation et causalité. Mais par contre, il y a clairement une corrélation très très forte entre le fait d'être heureux en mariage et en couple et le fait d'être heureux dans la vie. Enfin, c'est vraiment, en gros, c'est même le facteur le plus important et c'est pas la seule étude qui a montré ça. Il y a plein d'études qui ont été faites aussi en Europe. J'ai pas le temps de les citer, mais il y en a vraiment beaucoup. Je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse, qui montrent vraiment que les relations de couple de long terme, bon là en l'occurrence les couples mariés, sont le facteur encore une fois le plus important pour déterminer le niveau de bonheur. Donc c'est quand même un sacré chiffre. Et je crois qu'il y a même une autre étude qui a été menée qui a mis en, ou je sais pas si c'est la même étude qui a mis en lumière que il y a un niveau de bonheur général des Américains qui a baissé de 4% à partir des années 2000 et qui est corrélé à la baisse du taux de mariage. Oui, c'est la même étude qui a montré ça effectivement. Ouais, c'est hyper intéressant. Et oui, c'est ça. En fait, ça veut dire qu'il y a quand même un lien, ouais. Et ils disent que vraiment la corrélation statistique a été établie. Oui, c'est un lien qui est significatif. Ouais. Quoi. C'est-à-dire que c'est la chute du taux de mariage aux États-Unis qui a entraîné une perte du niveau de bonheur des Américains. Ouais. Et donc ça a été mis en tout cas entraîné, non, j'ai pas envie de dire de cette manière-là, mais en tout cas qu'il y a une corrélation très forte entre les deux. La corrélation statistique a été établie. Ouais. Donc voilà, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Donc voilà, pour répondre à la question, quelles sont les statistiques voilà, les statistiques. Après, la question portait sur une femme. Elle portait pas sur un homme. La question, c'était quelles sont les statistiques pour une femme d'être heureuse en couple versus célibataire. Ce qui est intéressant, c'est que ça, je l'ai pas dit mais
l'étude a montré que c'était exactement les mêmes chiffres pour les hommes et pour les femmes. Ok, d'accord, il n'y a pas de Il n'y a pas de différence. différence. Parce que moi, c'est vrai que on aurait tendance à penser que comme dans la société, Oui. une femme seule est moins heureuse qu'un homme célibataire Ouais. qui kiffe sa life. On aurait tendance à dire que les statistiques pour les femmes étaient encore plus Ouais. importantes que pour les hommes. Eh ben, c'est pas le cas. Ok. Ouais, justement, c'est un des trucs dont il parle dans l'étude. J'ai vu l'interview de Sam Peltzman, du coup, qui est le mec qui a fait cette étude-là, le sociologue de l'université de Chicago, et il disait qu'il n'y avait pas de différence Ok, bah c'est intéressant. entre les hommes et les femmes. Comme quoi, il faut arrêter avec les clichés. Oui, les hommes sont aussi heureux en mariage que les femmes. Et puis surtout, ils sont aussi... c'est pas les seuls à être victimes de single shaming et de cette honte de pas être en couple passé un certain âge. Ouais. Tu vois. Mais il s'agit pas en montrant cette étude, il s'agit pas de dire soyez en couple, mariez-vous et vous serez heureux. Pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est pas du tout le cas. C'est juste que la personne nous posait la question, donc. Elle nous posait la question et c'est vrai que voilà, on peut pas vous dire le contraire. Il y a clairement un lien, quoi. Et il y a beaucoup de curseurs et d'études différentes qui pointent dans cette direction-là, quand même. Donc. Donc, c'est à prendre en compte. Voilà, c'est à prendre en compte. Et encore une fois, ça c'est dans notre société américaine, enfin société occidentale. Quoi, dans d'autres pays, ce serait très probablement des statistiques très différentes. On sait pas. En tout cas, parce en Europe, qu'ils ont d'autres types de familles, d'autres types de manières de voir le couple, etc. Mais je pense que dans les autres sociétés, t'as pas tellement le choix de te marier ou pas, en fait, en réalité aussi. Hein. Dans beaucoup d'autres sociétés. Oui, mais le mariage n'est pas le même. Tu vois, t'as des sociétés où ils sont polygames, c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est pas une relation monogame, etc. Donc, je pense que les chiffres seraient quand même un peu différents. Ouais. Alors, ensuite, que pensez-vous des grandes différences d'âge entre 20 et 30 ans de différence ? Alors là, on va répondre assez rapidement parce que, comme ça nous concerne pas directement, on peut pas répondre à la place de gens qui vivraient l'expérience de ce type de couple-là. Mais peut-être, faire un warning. De toute façon, il y a autant de couples que d'individus sur Terre et chaque couple est unique et chaque couple est beau à sa manière. Juste faire quand même un warning quand il y a des grosses différences d'âge. Bon, évidemment, quand c'est un majeur avec un mineur, ça s'appelle du détournement de mineur. Donc on le rappelle. Ça c'est hors catégorie, je pense pas que c'est hors catégorie, donc je pense pas que les gens parlaient de ce type de relation-là. Voilà, si vous êtes majeur, quand même assez bien dans vos baskets. Mais là, ça parle de 20-30 ans de différence. C'est quand même une grosse différence d'âge. Donc, il faut faire attention qu'il n'y en ait pas. Ça peut marcher, bien sûr. Hein, on n'est pas du tout en train de juger ou quoi que ce soit. Juste, faire attention qu'il n'y ait pas le partenaire, en tout cas le partenaire le plus âgé, qui est l'ascendant sur le partenaire plus jeune. En général, ça se passe dans ce sens-là. Sauf si c'est vraiment un monsieur très, très âgé qui est avec une jeune femme ou inversement. Hein. Et que là, du coup, ça pourrait être la personne plus jeune qui a l'ascendant sur la personne plus âgée. Mais ça existe aussi, hein. Et là, attention aussi dans ce sens-là. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire je vois. Mais tu sais, il y a un petit comprimé qui se rajoute dans le repas. Arrête l'angoisse. Non, mais voilà, ce qu'on voulait dire, c'est que attention à l'ascendant, attention aux manipulations. Tu vas tuer avec ton comprimé. Je sais pas si vous avez compris, mais oh my God, quelle horreur. Mais voilà, attention quand même, au fait que c'est quoi les raisons pourquoi tu aimes l'autre est-ce que ça cache pas aussi un manque affectif d'un parent? On sait que y a pas mal d'études qui ont été menées là-dessus quand même sur le fait que parfois on manque d'une figure paternelle ou maternelle et on s'oriente du coup vers un partenaire qui peut nous apporter cette sécurité-là. Alors c'est pas mal. On n'est pas du tout en train de juger. Si vous sentez que vous en avez besoin, que ça vous permet de grandir et que ça vous fait du bien d'être dans une relation comme ça, mais allez-y, en fait, c'est pas du tout un jugement. C'est juste, savoir pourquoi on est avec l'autre. C'est un point de vigilance. C'est ça. Quand il y a ce type d'écart d'âge. Exactement. Savoir si, quelles sont les raisons qui nous poussent à être avec quelqu'un comme ça. Et si on est aligné avec ces raisons-là, mais alors go. Enfin, il n'y a pas du tout de... Voilà. On n'a pas trop d'avis là-dessus, à part faire ce petit point-là. Alors, question suivante. Comment accélérer le processus de détachement suite à une rupture ? C'est fou, cette société, quand même. On peut pas accélérer quelque chose. En fait, on est tellement habitué à penser que tout peut s'acheter par l'argent, le travail, la volonté individuelle...
qu'en fait, on aimerait même acheter les cycles biologiques et hacker les cycles biologiques naturels ou psychiques ou psychologiques. Comment accélérer le processus de détachement? Il n'y a pas de contrôle. C'est comme si tu me demandais comment accélérer le deuil de quelqu'un. Ça n'a... Évidemment, tu peux faire un travail sur toi, etc. Mais tu peux pas. Si tu pars tout de suite dans une idée que tu vas vouloir contrôler, en fait, tu vas passer à côté du vrai deuil, en fait. Ouais. C'est une fuite, en fait. Pour moi, il y a un gros problème juste dans la question déjà. Ouais. Comment accélérer le processus de détachement? Alors après, peut-être que derrière, personne... ce que tu veux dire, c'est quelles sont les choses à faire, en fait, pour faire son deuil correctement. Il n'y a rien à faire, en fait. Oui, il n'y a rien à faire, mais il y a quand même... Enfin, on a quand même fait un épisode là-dessus. Il y a quand même des prises de conscience à avoir, etc. Non, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le fait de s'autonomiser et de faire son indépendance et tout ça, tu le fais pour toi. Tu vois, tu le fais pour t'épanouir dans ta vie sur d'autres aspects. Ouais. Maintenant, le deuil d'une personne, d'une relation, ça peut prendre des années. C'est pas à faire, en fait. C'est à vivre. Ouais. Tu vois? Ouais. Il y a une distinction, là, en fait, à mettre en œuvre qui est importante pour moi. Donc tu vois, c'est pour ça que j'aime pas tellement l'idée faire son deuil. Parce que ça implique derrière qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faudrait faire quelque chose pour accélérer, comme tu dis justement, le processus de détachement ou le processus de deuil. Il n'y a rien à faire. Il y a des choses à faire, par contre, pour s'autonomiser dans la vie, et on le fait pour soi, on le fait pour sa propre réalisation, pour son propre élan de vie. Mais par contre, quand il s'agit de vivre un deuil, juste tu le vis. Tu cherches pas à faire pour accélérer. Enfin, c'est un contresens pour moi qui peut être dangereux, en fait, même. Tu risques de faire des deuils pathologiques, d'enchaîner des relations qui sont sur des mêmes patterns, parce qu'en fait, t'as pas digéré profondément, t'as pas vécu finalement ton deuil. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut être complètement passif et ne rien faire dans sa vie, pas du tout. Il y a un domaine pour l'action qui est important. Mais quand il s'agit de deuil, de se détacher d'une personne avec qui on a été et qu'on a aimé, vis ton deuil en fait. Et il y a des deuils qui durent longtemps. Moi, je te dis, comme je le disais tout à l'heure, il y a des deuils qui ont duré des années de relations amoureuses et d'autres qui ont duré 2 semaines. Ouais. Tant pis ou tant mieux, j'en sais rien, mais ça a duré le temps que ça a duré en fait. Et c'est parce que je pense avoir accepté. Alors, peut-être le premier deuil d'ailleurs, j'ai voulu le faire durer beaucoup moins longtemps et dans une espèce de frénésie, ce qui a occasionné une série de relations dysfonctionnelles après. Et peut-être que le moment où j'ai appris à vivre mon deuil de façon plus dans le lâcher prise, et ben là finalement la vie s'est ouverte à moi et donc ça c'est très important. Ouais. Et ça veut pas dire que ça va arriver forcément d'ailleurs. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de systématisme, mais ouais. Ne cherche pas à faire pour accélérer ton processus de deuil. Enfin, un deuil, ça se vit, quoi. Voilà. Pour moi, ça c'est vraiment important. Ouais. Carrément. Question suivante. 9 ans de célibat, 6 ans de thérapie, rencontre, mais incompatibilité. J'ai 36 ans, je me sens maudit. Ouais. C'est... on sent qu'il y a quelque chose de lourd, qui est porté sur des années... le terme maudit, il est quand même très lourd et très fort de sens. En fait, il y a une croyance qui s'est installée en fait, presque. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Ouais. Et donc là, il y a une croyance profonde qui s'est installée. C'est je suis maudite. En plus, il y a la question de l'âge. Il y a cette espèce de plus l'horloge biologique tourne, plus. Oui, parce que c'était une femme qui nous a. C'est je suis maudite en fait. Ouais. Donc plus t'avances en âge, plus tu te poses des questions, Donc là, pour moi, ça parle d'un deuil qui n'est pas fait. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai mis la question juste après celle-ci. Ça parle d'un deuil qui n'est pas fait. Il y a cette idée d'être maudit, il y a quelque chose, une espèce de... attention, pas le même type de deuil. Pas un deuil d'une relation passée. Non. Deuil d'une situation. Et d'ailleurs, tu vois, je sens quelque chose qui est en lutte dans la truc. Parce que tu parles... Tu vois, tu donnes vraiment des idées d'années de travail. Tu vois, genre 9 ans de célibat, 6 ans de thérapie, tu vois, creuser. Il y a des rencontres, mais ça marche pas, tu vois. Il y a vraiment cette idée, presque un piétinement, tu vois, ça stagne et ça travaille. Et là, on reparle à nouveau du cercle en 2 dimensions qui repasse par la même boucle et qui avance pas et qui s'élève pas. Ouais, c'est l'énergie qui se dégage de cette question. C'est l'énergie qui se dégage juste de cette question. Et donc, du coup, pour moi, encore une fois, ça parle d'un deuil qui est pas fait parce que plus, en fait, tu te contorsionnes et plus tu appuies sur le fait que ça fait des années que ça dure et plus tu travailles pour que ça s'arrête, plus tu t'enfermes dans le cercle.
Donc c'est très paradoxal, mais malheureusement, le problème est dans la solution. C'est-à-dire, plus tu essaies de faire et de trouver des solutions pour t'extraire de cette situation, moins ça marche. Plus tu t'y enfermes. Et donc, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire ce que je vais te dire là, mais à un certain moment, et c'est un conseil que j'avais déjà donné, c'est peut-être mets un peu plus d'énergie psychique à des endroits où ça coule pour toi dans ta vie. À des endroits où ça coule déjà. Il y a forcément des endroits où ça coule pour toi dans ta vie. Forcément. Ouais. Certaines relations amicales, peut-être professionnellement. Des passions. Des passions, des choses où tu sens que tu es une femme épanouie. Tu vois. Ouais. Et peut-être, mais plus cultive davantage, mais plus d'énergie psychique dans ces endroits-là, dans ces endroits où tu sens qu'il y a de la croissance possible pour toi, où l'élan de vie peut t'amener à créer du neuf à partir du même, enfin créer du neuf en tout cas, plutôt que de concentrer ton énergie mentale et psychique sur l'endroit où il y a la stagnation et où le même produit le même, qui produit le même, qui reproduit le même. Parce qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un de vivant d'être enfermé en fait dans le cycle du même. Et donc, encore une fois, mets ton attention à des endroits où il y a quelque chose de neuf qui peut advenir, où tu sens qu'il y a de la croissance, il y a quelque chose de l'ordre d'une respiration. Et peut-être que le problème se décantera tout seul si tu consens à mettre davantage ton énergie psychique à cet endroit-là. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est sclérosé, quoi. Genre, tes 6 ans de thérapie, est-ce qu'ils t'ont aidé, quoi, à résoudre ça? Je suis pas certain. Peut-être même que ça alimente le problème. Peut-être que tu poses la question en des mauvais termes. Peut-être que le fait de vouloir absolument trouver une solution à ton problème ne fait que t'écarter de la solution, en fait, en réalité. Voilà. Donc ça, c'est important. Ouais, il y a un truc d'attente aussi. C'est comme si ces 6 ans de thérapie, elle attendait que ça solutionne son truc. Et en fait, quand tu mets trop d'attente aussi sur des choses, énergétiquement, t'es dans le manque, en fait. Ouais. Donc tu attires. C'est la fameuse loi de l'attraction. d'attraction. Après, on y croit pas. Mais j'ai même pas envie d'en parler sur des termes spirituels. C'est un truc carrément juste en termes d'énergie psychique. À partir du moment où tu concentres toute ton énergie psychique sur un problème, en fait, ta vie est un problème. Ouais. Tu penses en permanence en termes de problème. Donc tu fais de la thérapie pour résoudre ton problème, donc tu es dans ton problème. Donc tu attires des gens qui vont vouloir résoudre ton problème, donc tu es encore dans ton problème, donc tu rayonnes une énergie de problème, donc tu attires des gens qui veulent pas en fait de ton énergie de problème, ils veulent des énergies légères, tu vois. Ouais. Et en fait, du coup, ça s'auto-alimente. Donc d'où cette idée que la loi d'attraction, ok, c'est sympa, mais en fait en réalité c'est un truc très concret, hein, c'est pas un truc ésotérique. À partir du moment où tu te mets à te concentrer sur l'endroit où ça coule, où ça pousse pour toi, où il y a de la croissance, où tu rayonnes quelque chose qui est neuf, qui est rayonnant, là, du coup, tu attires à toi des énergies qui vont dans ce sens-là. Et en fait, c'est tout à fait normal parce que tu vas rayonner solution, tu vas rayonner croissance, tu vas rayonner épanouissement, et donc forcément, les gens, ils vont être attirés par ça. Tu vois. Donc, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment, on compatit. Et... Je dis pas que c'est facile. On a tous été coincés dans des boucles comme ça, et je sais à quel point c'est difficile de l'être. Mais là, il y a vraiment un truc qui ne fonctionne pas dans cet état d'esprit de penser au problème tout le temps. Penser au problème ne fait qu'alimenter le problème. Là, il faut. Et surtout cette croyance de je me sens maudite. Ouais, ça c'est. Oui, c'est ça. En fait, tu alimentes la croyance. C'est la croyance. C'est le truc du problème. C'est-à-dire, je n'arrive pas à résoudre mon problème. Je suis maudite. Ouais. Ouais. Je pense qu'on a tout dit sur ce sujet. Oui, je pense aussi. Alors, comment changer la dynamique dans une relation de 4 ans? Je fais quasi tout, lui, rien. Oui. Pas évident. Arrête de tout faire et regarde ce qui se passe. Ah, toi, t'es radical, toi. Ah ouais? Non, mais je veux dire au sens. Mais il faut communiquer quand même. T'arrêtes pas de tout faire comme ça du jour au lendemain. Il y a un truc qui s'auto-entretient dans cette question, parce que moi, j'ai rigolé au début, c'était pas contre toi du tout, c'est parce que je me retrouve là-dedans aussi. Ouais. Moi, j'ai tendance à en faire trop et à reprocher aux autres de rien faire derrière, parce qu'en fait, tout simplement parce que je ne leur laisse pas l'espace pour qu'ils puissent faire. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que quand je te dis arrête de tout faire, c'est à un moment, pose-toi dans ton énergie féminine. Tu vois, chill, dans ton yin, tu vois, plus passif. Voilà, fusionne avec cette énergie-là au sens accepte-la à nouveau à l'intérieur de toi et regarde ce qui se passe. Si ça se trouve, tu vas lui laisser plus d'espace pour lui exprimer ce qu'il a envie d'être à l'intérieur de ce cadre-là. Hein? Parce que tu vois, le truc, c'est qu'on lutte aussi. On se dit ah ouais, mais toi tu fais rien, regarde, moi je fais tout. Et la lutte accentue le problème, encore une fois.
Ça donne pas envie à l'autre de faire parce qu'il il se sent fliqué dès qu'il fait le moindre truc. Tu lui laisses pas d'espace parce que t'as déjà tout fait avant, donc il y rentre, il y a 2-3 fioritures à faire, du coup il se dit que c'est pas la peine parce que de toute façon tu vas lui taper sur les doigts si tu voilà. Donc c'est un truc qui se construit à deux. Je dis pas que tout est de ta faute du tout, hein. Évidemment l'autre aussi lui se complaît dans une énergie inverse, dans un excès de yin qui contribue à la situation. Mais là toi ta partie du taf c'est d'arrêter, hein, de te poser un peu plus et regarder et de communiquer aussi, tu vois, dire là écoute je suis vraiment fatigué en fait, et là il y a des choses qui me plaisent pas dans la maison, j'ai besoin que tu les fasses en fait, et là après tu verras, si tu te poses sincèrement dans cette énergie là et que tu acceptes un peu plus aussi que l'autre fasse les choses d'une façon qui soit pas parfaite, voilà, mais qu'il les fasse quand même, qu'il mette cette énergie là au service de votre vie à deux, et ben là tu pourras aussi juger si le mec est vraiment un gros flemmard qui a juste pas envie d'évoluer, et dans ce cas-là bah, en fait tu auras ta réponse, tu te diras ben, là ça vaut pas la peine en fait, il veut juste pas m'entendre et ça marche pas. Ouais, c'est ça. Ou alors au contraire tu vas te rendre compte qu'en réalité tu contribues au problème en étant qu'on contrôle fric et en le laissant pas faire quoi. En fait ça revient à la première question, tu sais, quand tu disais on aménage ensemble etc. Ouais. et qu'il y a des trucs qui ont été testés mais qui ne te correspondent plus. Ouais. Bon voilà, t'as expérimenté le fait de tout faire, bah ça te convient plus aujourd'hui. Ouais. Ça t'a peut-être convenu pendant 4 ans, mais là t'en peux plus en fait, parce que il y a un contexte qui a évolué, peut-être que dans ton métier c'est différent, etc. Bon, ça te convient plus, bah il faut en parler. Il faut pas laisser traîner, hein. Il faut en parler, faut être proactif là-dessus, et puis il faut faire des compromis. Effectivement, comme tu disais, si il veut faire, mais que tu lui laisses pas la chance aussi de faire avec des erreurs. Au début, il va tâtonner, il va apprendre aussi. Donc il faut faire des compromis. Toi, tu dois lâcher un peu prise là-dessus, et lui, il doit essayer. Et effectivement, s'il a pas envie d'essayer, bon bah là, c'est une question de limite. Est-ce que tu restes ou pas avec lui? Que penser du concept de flamme jumelle? Je crois que c'est une question qu'on nous avait déjà posée. On nous l'a posée 2 fois cette fois-ci. Et là, on nous l'a reposé 2 fois. Moi, je vais vous dire la vérité, je parlais cru, ça me gonfle ce truc. Ouais. Je trouve ça me saoule, en fait. Ouais. C'est pas intéressant. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce truc-là, c'est un truc qu'on se raconte pour finalement justifier une relation qui est fondamentalement dysfonctionnelle et qui nous fait souffrir, mais dans laquelle il y a beaucoup de passion. Et on se raconte ça pour se donner du courage et pour se dire peut-être qu'on se retrouvera ou je sais pas quoi. Et se déresponsabiliser aussi, hein, du coup. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ma flamme jumelle, du coup, j'ai rien à faire. Ou alors, je sais pas. Le travail est trop difficile. Ou soit l'inverse aussi. Sous prétexte que la personne est ta flamme jumelle, tu vas te sacrifier, en fait. Et tu vas pas écouter tes besoins parce que, en fait, c'est la personne. Donc, en fait, on doit rester ensemble et c'est comme ça. Donc, en fait, t'as les deux opposés qui peuvent se passer, tu vois. Sous prétexte que c'est ta flamme jumelle, tu peux te sacrifier aussi, en fait. Ouais. Tu vois, et passer à côté de tes besoins, et tu vois. Ouais, tout à fait. On connaît des relations comme ça autour de nous, donc c'est pour ça qu'on en parle, et c'est hyper important de prendre de la distance par rapport à ces notions-là qui peuvent être très injonctives, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et qui peuvent faire naître des croyances aussi qui sont pas forcément bonnes pour l'évolution du couple. Et qui peuvent même entraîner des blocages aussi, hein. Moi, je peux parler d'une histoire que je connais, d'une amie à moi qui a sa sœur qui avait soi-disant rencontré sa flamme jumelle, en fait, et son âme sœur, je sais pas comment on l'appelle, bon là c'est flamme jumelle, mais en fait cette personne-là, son mec a quitté cette fille-là, l'a quittée du jour au lendemain, etc. Et en fait elle est restée accrochée à cette idée qu'en fait c'était lui, c'était le seul, c'était sa flamme jumelle, qu'il n'y en aura pas d'autre dans sa vie, et elle s'est coupée de toute relation par la suite parce qu'elle est restée bloquée sur cette idée qu'en fait c'était lui et il n'y en avait pas d'autre en fait. Et c'est horrible de se dire que tu sacrifies comme ça d'autres potentiels partenaires en te disant que c'était la seule, c'était ta flamme jumelle, et qu'en fait elle va revenir en fait. Elle était persuadée que son mec allait revenir parce que c'était lui en fait. Mais en fait, il est jamais revenu, tu vois. Non, mais moi, je trouve ça. Et puis après, je crois qu'il y a des distinctions entre âme sœur et flamme jumelle. Les flammes jumelles, c'est un peu les relations miroirs, hyper fortes et tout. Mais oui, bon, moi, je dis déjà, on n'en sait rien.
On ne sait pas. Moi, et pourtant, moi, je suis quelqu'un de spirituel, je crois en plein de choses et tout ça. Ouais. Mais à un moment, il faut juste avouer qu'on n'en sait rien, en fait. On ne sait pas. Tu ne sais pas si cette personne est juste une flamme jumelle, si cette personne est une flamme jumelle, ou au contraire, juste quelqu'un avec qui c'est dysfonctionnel et avec qui tu revis des traumas, donc c'est très très fort, mais en même temps, ça marche juste pas. Qu'est-ce que t'en sais si c'est vraiment ta flamme jumelle, tu vois? Donc, je pense qu'il faut arrêter de se raconter des histoires pseudo-spirituelles pour nous éviter de nous confronter à la réalité de la relation et à la réalité de nos besoins et à la réalité du couple qu'on est en train de construire ou pas avec la personne qu'on a en face de nous. Ouais, c'est ça. Voilà. Faut arrêter. Après, par contre, si t'es dans une relation épanouissante et que t'as envie de te raconter que c'est une âme sœur, nous, on le fait avec Anna. Enfin, on se dit souvent, je t'appelle ma sœur, tu vois, au sens spirituel du terme, parce que je trouve ça beau. Je trouve que c'est de la poésie, mais c'est de la poésie. Tu vois, c'est pas un truc qui remplace le travail de couple qu'on fait tous les jours. C'est pas une croyance qui nous dépasse et à laquelle on s'accroche pour souffrir, etc. Non, pas du tout. Non, ça, si vous êtes en train de faire ça, arrêtez tout de suite. Vraiment, enfin, c'est notre conseil. Hein. C'est voilà. Ouais. Voilà. Totalement. Alors ensuite, on peut terminer par quelques questions de limite, quelques QDL. Questions de limite, ouais. Alors encore une fois, on répète, les questions de limite sont des questions à laquelle nous ne pouvons pas répondre parce que, en fait, ce sont des questions qui concernent vos propres limites, vos propres besoins, votre capacité à faire respecter vos besoins, donc à fixer des limites, d'où l'appellation question de limite. Et donc une question de limite, c'est que faire lorsqu'on aime une personne workaholic, donc addict au travail, et qui n'a jamais le temps. Question de limite, est-ce que ça te convient ou pas? Est-ce que toi, tu es prête à être avec quelqu'un qui est hyper indépendant, qui passe son temps à bosser? Ou est-ce que tu as envie de quelqu'un qui soit plus proche, avec qui tu peux passer des moments en tête-à-tête souvent? Ouais. Mais il y a des gens, ça les dérange pas d'être chacun dans leur délire de travail et ils se retrouvent de temps en temps. Ils n'ont pas besoin de plus. Il y en a d'autres. Si tu poses la question, je pense que c'est quand même que tu n'apprécies pas forcément. La réponse est dans la question. Voilà. C'est pas, c'est ça, c'est 1, 2, 3. C'est certainement pas à nous de te donner la réponse. Voilà, exactement. Dans quelle mesure peut-on accepter le retour d'un ex? Pareil. Moi, je connais des couples qui se sont déjà formés avant, qui ont rompu et qui aujourd'hui sont parfaitement heureux. Y a pas de... D'autres où c'est pas jouable et ça a été à nouveau un énième schéma et ça a pas marché. Moi, j'ai vécu ça aussi. C'est pas dans quelle mesure peut-on accepter, dans quelle mesure toi tu acceptes. Dans quelle mesure toi tu peux accepter le retour de cet ex-là. Et encore une fois, c'est pas à nous de répondre à cette question. Et c'est quand même fou parce que, alors on a reçu moins de QDL cette fois-ci, je pense que le fait qu'on ait parlé de la QDL. Oui. Mais en fait, moi je vous dis un truc vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de poser des questions à des thérapeutes sur Instagram qui concernent finalement vos propres limites et vos besoins en attendant la réponse de l'extérieur, en attendant la réponse d'un gourou. Enfin, tu vois, c'est... Parce qu'il y en a qui répondent aux questions. Moi, j'écoute souvent des podcasts où en fait les gens se permettent de donner leur avis, etc. Alors, tu veux que je te dise, pour si moi, je trouve à la ça place dangereux, de la personne. Ouais, c'est dangereux, je suis d'accord. Moi, je trouve ça dangereux. Là, on donne des pistes de réflexion sur des questions. Ouais. Tu vois, et on répond jamais à ce que je sens de l'énergie de la personne. On répond jamais à un cas particulier de la personne. On répond à l'énergie qu'on pressent derrière et à un cadre global. À des pistes. Et à des pistes globales qui nous permettent de rebondir sur des aspects philosophiques par rapport au couple. Tu vois, mais jamais je vais te dire ah ouais non mais là dans ta relation je pense vraiment tu devrais fixer ta limite en fait et te barrer. Non, jamais on ferait un truc comme ça en fait. Enfin, déjà moi c'est dangereux les gens qui le font, je trouve sincèrement. Ouais. Genre on peut pas répondre à votre place sur ces questions-là. Et ensuite que vous posiez la question, c'est dangereux aussi en fait. Genre arrêtez de mettre le pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre d'extérieur qui aurait la science infuse pour répondre à des questions qui sont des questions en fait qui vous appartiennent. Vous avez le pouvoir de répondre à ces questions-là. C'est vous qui avez le pouvoir de faire ça. Ouais. Mais en fait, si les gens posent la question, c'est qu'ils n'ont pas conscience que c'est que le pouvoir est entre leurs mains, en fait. Voilà. Alors, moi, je vous le dis, vous avez dès que vous posez une question sur mais est-ce que je devrais ou pas avec lui ou est-ce que ça c'est ok ou pas en fait, c'est à vous. Vous avez le pouvoir de répondre à cette question en creusant, en approfondissant qui vous êtes, en allant regarder à l'intérieur de vous, en vous découvrant sous de nouveaux angles. C'est vous qui avez le pouvoir et rapatriez ce pouvoir, bordel. Le coup de gueule de la fin. Non, c'est pas du tout pour être méchant ou quoi. Non, mais au contraire, c'est pour vous que je dis ça. Pour vous donner de l'espoir, en fait, en vos propres capacités à résoudre vos propres problèmes vous-même. Et c'est ce qu'un bon thérapeute ferait, de toute manière. Non, mais c'est dangereux aussi. Nous, on n'est pas thérapeute, mais enfin, toi, t'es en train de te former. Mais si vous voyez des coachs ou des thérapeutes qui répondent à vos problèmes à votre place, c'est un problème. Franchement, fuyez, mais direct, quoi. Genre, c'est pas bon, quoi. Ouais.
Nous, on est juste là pour vous donner des clés de compréhension sur certaines situations. Qui peuvent orienter votre action derrière. On est un peu plus objectif. Donc, voilà. C'est à vous. Mais c'est à vous, après, voilà, de prendre ce qui vous plaît, de ne pas prendre ce qui ne vous plaît pas et de prendre une décision. Et le choix final est entre vos mains. Là, je suis en train de me former pour devenir thérapeute. Et c'est le premier truc qu'ils nous disent, quoi. Ça paraît évident, même, en fait. Ouais. Tu ne résous pas le problème à la place de la personne qui est en face de toi. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, en fait. Ouais. La personne, il faut qu'elle trouve ses propres ressources. Tu peux l'aiguiller, tu peux lui donner des perles de sagesse, tu vois. Tu peux incarner ça pour la personne. C'est joli, ça, des perles de sagesse. Mais tu peux pas lui donner la réponse à sa place. Genre, tu lui donnes tes grands axes philosophiques et après, elle se démerde avec. C'est à elle de trouver. Et si elle est... Et voilà. Et sinon, tu crées une relation de dépendance, en fait. Tout simplement, tu rends les gens dépendants à toi. Et donc là, ça devient une relation de pouvoir. C'est plus une relation thérapeutique. Ouais. Et là, faut faire attention. Donc c'est pour ça, arrêtez parce que c'est aussi en posant ce genre de questions que vous permettez à d'autres de prendre le pouvoir sur vous. Ouais, en relation, c'est pareil. Hein. Et en relation, c'est pareil. Ouais, complètement. Donc apprenez à... Ça veut pas dire qu'il faut pas demander de l'aide. Attention. On peut très bien venir et dire là, je suis perdu dans cette situation. Voilà, mais prenez avec des pincettes ce qu'on vous dit toujours. Mais voilà. Re-questionnez par rapport à ce qui résonne en vous. Ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant. Hein. Ouais. Nous, c'est notre philosophie de vie, c'est ce qui nous fait du bien, mais c'est pas forcément ce qui vous fera du bien. Exactement. Donc non, ça c'est vraiment très important. Ouais. Eh ben, peut-être qu'on peut s'arrêter là, parce que c'était déjà pas mal de questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, évidemment, parce qu'on en a reçu beaucoup. Peut-être qu'on y répondra à la prochaine session. Ouais. En tout cas, voilà, si pour les prochains épisodes Dr Love, vous voulez nous poser des questions, tout se passe sur Instagram. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre sur ce réseau-là, @lavoixducouple. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, YouTube, sur TikTok, aussi. sur YouTube. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'on aura été assez complet. Ouais. Et on vous dit ciao, ciao. Et aussi, n'hésitez pas à liker le podcast, je le répète, et à le partager si ce contenu vous plaît. Et ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos petits commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer des petits DM si vous avez apprécié l'épisode. On apprécie. On vous fait des gros bisous et on vous dit au prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.